En fait, ce que je veux dire par là, quand ça clique, voilà, c'est que si la connectivité dans un objet, c'est juste une fonction supplémentaire, comme on peut rajouter une lame dans un couteau suisse, ça n'apporte pas beaucoup plus de valeur que le prix des composants que vous allez mettre dedans et le petit markup que vous allez prendre dessus. Et grosso modo, si votre approche sur les objets connectés, c'est simplement de rajouter de la connectivité, c'est-à-dire de créer le couteau suisse qui permet aussi de se connecter en Wi-Fi, vous n'allez pas créer énormément de valeur ni pour vous, ni pour les consommateurs sur le marché. Et votre public, ce sera uniquement une petite bande de geeks qui a envie de cette fonctionnalité-là. Donc, pour arriver à créer de la valeur sur le marché des objets connectés, il va falloir avoir une vision, une approche de service. Et c'est ça en fait l'innovation des objets connectés, c'est de permettre d'apporter une couche de service là où précédemment on n'en avait pas. Un objet, c'est quelque chose que l'on fabrique, que l'on met dans un magasin, que l'on stocke, que l'on vend et que l'on utilise. Avec les objets connectés, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Si on reprend l'exemple de notre couteau, à partir du moment où on est capable de récupérer de la data sur ce couteau-là et on est capable de transmettre cette donnée, on peut commencer à créer des choses innovantes. Par exemple, on va pouvoir mesurer l'utilisation du couteau qui est faite, potentiellement on peut commencer à innover en créant des services d'entretien adaptés à cela. Au bout d'un certain nombre de découpages de steaks, de ramassage de champignons ou d'ouverture, on va pouvoir proposer au propriétaire du couteau de faire son entretien et donc de cette façon-là d'établir une relation un peu plus directe avec lui, un peu plus régulière, récurrente et fidélisée. On peut imaginer aller beaucoup plus loin, faire de la facturation à l'usage. On ne vend plus un couteau, mais on vend un nombre de steaks découpés. On peut proposer de renouveler le couteau au bon moment parce qu'on est capable de déterminer quelle en est l'usure. Et donc, par conséquent, on peut arriver à fidéliser notre client pour qu'il n'aille pas sur une autre marque. On peut aller plus loin, autoriser ou non son ouverture, par exemple. Ça peut être une sécurité. Ou on peut imaginer débloquer une lame ou un tire-bouchon à l'usage. C'est-à-dire que vous vendez un couteau, je ne sais pas si les tirs peuvent avoir des tire-bouchons, mais vous vendez un couteau avec tire-bouchon, non utilisable, au même prix qu'un couteau sans tire-bouchon, et vous facturez 50 centimes à chaque fois qu'on ouvre une bouteille. Ça peut être, pourquoi pas, un business model à inventer. Bon, ça, c'est de la plus-value pour le consommateur. Vous voyez qu'on peut faire un certain nombre de choses orientées autour des services à partir du moment où on capte la data. Mais il y a une plus-value énorme pour les gens qui fabriquent ce genre d'objets. Je prends l'exemple de la contrefaçon. Et dans cet exemple-là, le bon exemple, c'est Lego, par exemple. Aujourd'hui, si vous prenez les Lego, vous allez sur un site chinois bien connu, vous tapez l'épine et vous retrouverez toute la collection des Lego à l'identique pour un tiers du prix. Je peux leur faire de la pub, mais c'est une réalité. Il y a un seul modèle de Lego que vous ne trouverez pas, une seule boîte que vous ne trouverez pas, ce sont les Lego Mindstorm. Et pour une raison très simple, c'est que pour servir des Lego Mindstorm, vous avez besoin d'une application. Et du coup, le consommateur, lorsqu'il achèterait un Lépine et qu'il devrait installer une application qui n'est pas l'application officielle, se rendrait bien compte qu'il est en train d'utiliser quelque chose qui n'est pas vraiment un Lego et que ce qu'il a acheté n'est pas le produit original. Donc le fait de créer une couche de service, le fait de mettre une dépendance entre votre produit et une application, vous permet à votre consommateur de savoir s'il a affaire à un produit original ou à une contrefaçon. Donc c'est un élément qui peut être intéressant. Bien sûr, connaître l'usage des produits par ses consommateurs, c'est aussi mieux maîtriser la connaissance de ses consommateurs et donc faire des produits qui leur sont plus adaptés. Savoir si votre consommateur achète vos couteaux uniquement pour aller aux champignons ou s'il s'en sert tous les jours pour manger, c'est une information relativement importante dans le produit que vous allez fabriquer. Les objets connectés vous permettent d'avoir cette information qu'aujourd'hui vous avez assez difficilement. Enfin, c'est très intéressant dans un circuit logistique aujourd'hui quand on fabrique un objet, un couteau, qu'on le distribue sur le marché, donc il sort de l'usine, il va dans un réseau de distribution, ensuite il va chez les consommateurs, vous n'avez pas forcément la traçabilité. Vous savez pas combien il est resté en stock, vous ne savez pas combien de temps il a fallu pour que le distributeur à la fin le vende. Tout ça, c'est des informations qu'on peut obtenir en connectant ces objets qui vont pouvoir remonter une position, pas forcément précise, mais suffisante pour savoir où on est. Donc voilà en quoi les objets connectés peuvent apporter une nouvelle couche de service et donc apporter de l'innovation dans le système. Alors comment tout ça c'est possible et pourquoi on ne le faisait pas avant? Eh bien parce qu'il y a une innovation derrière, une innovation technologique intéressante parce qu'elle est française. En fait, il y a plusieurs innovations technologiques qui sont concurrentes et la plupart d'entre elles sont nées en France. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa et qui domine aujourd'hui le monde. Donc ces innovations technologiques, on appelle ça, attention, mot barbare, des LPWA. Puis des fois, on met un petit N à la fin. Tiens, je vois que tu n'as pas dans la version des slides. Alors LPWA, pourquoi? LP pour Low Power, c'est-à-dire des objets qui vont pouvoir communiquer en dépensant très peu d'énergie. Parce que pour que notre
couteau puisse communiquer, s'il fallait le brancher sur le secteur tous les soirs, vous comprenez bien que ce serait un problème. Si notre couteau pesait 25 kg parce qu'on lui avait mis une énorme batterie, ce serait aussi un problème. Donc il faut avoir des objets qui soient capables de communiquer avec une batterie de petite taille et pendant très longtemps, c'est-à-dire la durée du produit. Donc il faut des technologies qui sont à basse énergie. Et de l'autre côté, WA pour Wide Area, qui signifie en fait des réseaux à longue portée. Et là c'est intéressant parce que c'est deux choses complètement antagonistes. Essayer de communiquer le plus loin possible avec le moins d'énergie possible. Et c'est là l'innovation de ces technologies-là, c'est qu'elles ont permis de répondre à cette problématique de je veux communiquer le plus loin possible avec le moins d'énergie possible. Pourquoi il est important de communiquer le plus loin possible? Parce que plus on va loin dans la communication, et moins on a besoin d'antennes. Et moins on a besoin d'antennes pour recevoir, et moins le réseau coûte cher. Et moins le réseau coûte cher, et moins la connectivité coûte cher. Parce que de la même façon, pour que notre couteau puisse nous apporter de la valeur sans avoir un coût trop important, il va falloir que la communication soit marginale. Donc, l'arrivée de ces technologies-là nous ont permis d'arriver à cette rupture. Alors ces technologies, il y en a plusieurs. Une des principales technologies aujourd'hui répandues dans le monde entier, c'est la technologie Sigfox. Donc Sigfox est une société toulousaine qui à la fois maîtrise une technologie, qui a le même nom, et à la fois opère un réseau. C'est-à-dire que c'est un opérateur télécom. Lui, sa grosse innovation, c'est que c'est un opérateur télécom mondial. Il n'a pas de frontières, contrairement aux opérateurs dont on a l'habitude. Et donc, du coup, il crée un réseau d'objets connectés mondial. Alors, l'Europe, vous voyez sur la carte, est pratiquement toute couverte. On a aussi une partie des États-Unis, un petit peu d'Asie. On est encore loin d'avoir une connectivité globale. Mais aujourd'hui, c'est plus de 60 pays dans le monde qui sont couverts. Et des objets qui peuvent se promener n'importe où dans ces 60 pays et continuer à communiquer. De l'autre côté, on a une autre technologie qui est née à Grenoble, qui est devenue américaine il y a quelques années après avoir été revendue à un fondeur de chips, qui s'appelle LoRaWAN. Et LoRaWAN, c'est une technologie qui, grosso modo, apporte les mêmes avantages de communication longue distance avec des coûts un peu plus faibles, mais ce n'est pas vraiment un réseau, c'est une technologie avant tout, il n'y a pas d'opérateur derrière, ou plutôt il y a plein d'opérateurs derrière. Par contre, ce qui est intéressant dans cette technologie-là, c'est que vous pouvez l'installer chez vous. Alors quand je dis chez vous, c'est plutôt dans les entreprises, mais ça peut être aussi, pour faire la transition tout à l'heure avec Exotic, vous pouvez l'installer dans des fermes, par exemple. Ça va permettre, avec un investissement très faible, quelques milliers d'euros, de pouvoir couvrir l'intégralité d'une usine ou l'intégralité d'une exploitation agricole. Et donc ensuite de pouvoir connecter des objets n'importe où dans cette zone-là. Et ça, du coup, sans frais récurrents, puisque vous opérez vous-même votre réseau. LoRaWAN, Sigfox, les LPWAN, c'est des choses qui sont innovantes, qui sont récentes. Les premiers réseaux sur Sigfox ont été ouverts en 2013. Sur LoRaWAN, ça devient très accessible depuis à peu près 2 ans. Malgré tout, c'est des technologies dans lesquelles on a un écosystème d'entreprises et de capteurs existants qui est déjà très large. C'est-à-dire que quand on démarre dans ces technologies-là, ça ne veut pas forcément dire tout fabriquer. Bien sûr, si vous voulez faire un couteau connecté, il va falloir intégrer la connectivité dans votre couteau et faire votre couteau et votre produit. Mais si vous voulez équiper des machines industrielles pour ajouter des capteurs, il y a de grandes chances que ces capteurs existent déjà. On compte plus de 800 capteurs dans la gamme de Sigfox, 136 qui sont certifiés aujourd'hui sur LoRaWAN, et sans doute beaucoup plus qui sont réalisés mais qui ne sont pas sur les stores. Tout ça, c'est des éléments qui sont disponibles, qu'on peut acheter pour quelques euros, quelques centaines d'euros, et qui permettent d'utiliser ces technologies-là. Je vous remercie de votre attention, et puis je vais rendre la main à Damien. Merci Paul.